Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Joanne. Salut. Comment vas-tu ? Je crois qu'on a 10 heures de décalage. Là, c'est le matin très tôt pour toi. Comment se passe ton réveil ? Ça se passe plutôt bien. Je bois un petit café là. Et voilà, c'est chouette. Je suis contente d'être sur le podcast. Bah écoute, trop cool. Mais merci infiniment à toi d'avoir répondu disponible et présente pour donner un petit peu de contexte. Du coup, malgré ton statut de sportif de haut niveau, tu n'as pas échappé aux règles de quarantaine australienne puisque là tu es à Sydney, c'est bien ça ? Exactement. Et Noé, après, on s'y attendait un peu parce que pour Melbourne, le tournoi de tennis, ils ont aussi dû être en quatorzaine. Donc, si les tennisman n'y avaient pas échappé, c'était sûr que les surfeurs n'allaient pas y échapper. Ouais. Bon, on aurait pu se dire quand même pour l'Australie qui est quand même une grande nation du surf. Alors c'est pas Hawaï ou les Américains, mais on aurait peut-être pu se dire qu'il allait peut-être avoir une petite entorse. Et puis vous êtes quand même un peu moins nombreux aussi, nombreux et nombreuses. C'est sur vrai. le tennis, entre les qualifs et tous les tours, Non, c'est vrai qu'on est moins nombreux. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, on est monté aussi. La WSL a vraiment organisé un avion spécial juste pour nous, avec un test avant. Enfin, c'est vrai que bon, c'était assez calé. Donc, mais bon, on coupait pas la quatorzaine. Bon bah écoute, je vais essayer de te donner un peu de baume au cœur pendant cette petite quatorzaine et j'imagine que ça doit pas être que le temps doit sembler un petit peu long, même si tu m'as dit que tu t'occupais bien. La première question, un peu pour lancer ce podcast, c'est la question traditionnelle auquel aucun invité et ne peut échapper. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Premier souvenir de sport. Alors, par rapport à mon sport ou n'importe quel sport ? Ouais, mais ça peut être vraiment, tu vois, ça peut être un souvenir d'un sport que tu as vu en tant que spectatrice ou en tant que ou en famille. Ça peut être dans n'importe quel sport. Ça peut être dans le surf. C'est vraiment comme tu veux, tu vois. C'est complètement libre. C'est question ouverte. D'accord. Je dirais que mes premiers souvenirs de sport, c'est mon père qui allait faire du sport, beaucoup de sport. Il était toujours à droite à gauche pour faire du surf, faire du tennis. Donc c'est vraiment dans ma famille mon père qui a été hyper actif et c'est vrai que voilà, je dirais ça. Ok, et il faisait quoi il faisait quel sport du coup ton papa? Un peu de tout, il avait besoin d'être dehors, donc en fait
donc mes premiers souvenirs, c'était à La Réunion, clairement, parce que à Ouais, la base, on vient d'Auvergne. ouais, Euh, Ils ont déménagé à La Réunion, j'avais 20 mois, et mon ok, père s'est mis au surf là-bas. ouais, Mais sinon, il faisait du tennis, de l'escalade, de la rando, du squash, enfin, de la planche. Enfin, c'était vraiment un peu un touche à tout. Et du coup, je me souviens qu'on allait soit le voir, soit jouer avec lui, soit être dans l'eau. C'est les sports dans l'eau comme le surf, c'est vrai que c'est un sport cool parce que bah, le reste de la famille, comme ma mère qui surfe pas, mais elle est à la plage et du coup nous avec les enfants on est à la plage aussi. Enfin, donc c'est ça un peu mes souvenirs. ok, ouais, donc du sport en famille et avec une grosse touche de plaisir et de simplicité, j'ai l'impression. Ouais, ouais, beaucoup de simplicité. Je pense que c'est une des choses qui caractérise une enfance à La Réunion. C'est pas de chaussures, pas de manteau, voilà, aller à la plage tous les jours s'il faut après l'école. Enfin, moi, c'était vraiment l'endroit où j'étais trop bien dans l'eau et depuis toute petite, quoi. Donc Ouais. simplicité, c'est sûr. Mais j'ai un souvenir je crois que c'était avec Fanny Guibert qui fait de l'escalade, qui Ouais, a grandi aussi à La Réunion et je sais pas si vous connaissez, mais elle m'avait effectivement raconté un petit peu son enfance, qui était vraiment, voilà, c'était, enfin, ça donne vraiment envie. Enfin, je me dis, pour les enfants, ça a l'air d'être vraiment un cadre parfait. Tu peux faire énormément d'activités différentes. Les gens sont, tu vois, t'es vraiment au contact de la nature et j'ai vraiment l'impression exactement. que ça autonomise et en même temps que ça permet de vraiment de d'éveiller un enfant au maximum, quoi. Donc, ça a l'air, Ouais, je ça suis donne envie. totalement d'accord. Ouais, je peux pas dire le contraire. C'est sûr que on devient d'avoir ce contact à la nature, d'être toujours dehors. En fait, plus je grandis, plus je me rends compte. Mais c'est vrai que on, on se pose pas la question si demain il fera beau, s'il y aura du soleil ou pas. Enfin, c'est vrai que d'être dans un endroit tropical, c'est quand même le bonheur et pour les enfants, bah du coup, on est 2 fois plus dehors, on est hyper actif, quoi, c'est clair. Et pour moi, c'était un vrai bonheur et c'est vraiment ancré dans moi maintenant, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et, euh, et tu te souviens un peu de tous les sports que t'as essayé étant plus jeune avant de tomber dans l'univers du surf? Ouais, bah, j'en ai pas essayé 36, hein. J'ai fait de la gym avant. Ouais, Quand j'étais, ouais, de la gym bébé, quoi. Enfin, non, pas bébé, je crois que c'était de 4 à 6, 4, 5, 6, 7, un truc comme ça. Et, et puis, je me souviens qu'un jour, on a changé de coach ou d'entraîneur. Et ça me plaisait plus d'un seul coup avec cette personne, ça passait moins bien. Et du coup, je voulais plus en faire. mhm, Et c'est à ce moment-là que papa a dit, bah, on va te mettre au surf. Et à la base, je voulais pas trop, je crois. Ce qui était bizarre ok, parce que j'adorais l'eau, donc je sais pas, peut-être juste une petite appréhension. Et puis en fait, on est allé essayer avec le club local. Et puis bah, j'ai pas arrêté, quoi. Donc surf. Et après, un peu plus tard, je me suis mise à la danse aussi, euh, peut-être 1 an après. Et voilà, c'était mes deux sports, surf et danse. ok. Et tu te souviens pourquoi tu voulais, enfin pourquoi t'avais un petit peu d'appréhension avant de te mettre au surf? C'est quoi? C'est je sais pas, le côté peut-être un peu. Pour être Euh, honnête, je me souviens pas du tout. Je pense juste que j'avais un peu l'esprit de contradiction, donc papa m'a dit: «Allez viens, on va surfer». Je lui ai dit: «Non». Ok, je vois très Donc bien. voilà, mais effectivement après deux trois petites: «Allez viens, on y va, prends le bodyboard». Enfin, j'avais Ouais. déjà pris, voilà, des petites vagues en bodyboard, au bord de toute manière. Enfin voilà, j'étais tout le temps en fait, le spot de surf où j'ai commencé, bah, j'y allais tous les jours parce que c'était la plage à côté de chez nous et Mhm. j'allais nager dans les vagues, je prenais un petit bodyboard. Enfin, c'est pas comme si j'en avais jamais fait en finale avant, donc Ouais. voilà.
Ouais, t'avais déjà un gros contact avec l'eau et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite culture du surf à La Réunion aussi. Il y a quand même quelques spots assez sympas Ouais. et du coup, c'est ouais, t'as dû voir d'autres surfeurs ou peut-être même d'autres filles surfer et ça aide aussi pas mal quoi, j'imagine. Bien sûr, il n'y avait pas trop de filles quand même à l'époque, hein. Euh, il y en a toujours eu une ou deux, mais on n'est jamais. Enfin là, vraiment, je vois vraiment la différence en ce moment. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup plus dans l'eau maintenant. Mm. Euh, mais je pense que oui, la culture surf y est, même si ça reste c'est un petit pourcentage de la population, mais sur les côtes, il y a vraiment beaucoup de monde qui surfent, qui sont tournés vers l'océan et qui qui font que ça. Et puis, il faut le dire aussi, la Réunion, il y a eu pendant quelques années un stop du World Tour qui était à Ouais. Saint-Leu, où il y avait les meilleurs surfeurs qui venaient. Enfin, ça a été c'était une destination de surf trip pour plein de pros parce que ouais, les vagues sont incroyables quoi. Ouais. 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 Et t'avais vu du coup cette compète qui était passée par la Réunion. Enfin, t'y as Ouais, assisté? ouais, ouais, bien Ok. sûr. J'étais un peu plus âgée du coup, peut-être 9 10 ans. Et Ouais. ma mère avait été infirmière aussi à un moment donné. Je crois pas que c'était l'année que j'avais vu moi. J'étais plus petite quand elle avait été infirmière de la compète. Mais je me souviens c'était la dernière année où il y a eu en fait à La Réunion. Moi, j'étais un peu plus âgée et, et c'est cette édition que je me souviens avec tous les pros. Et puis j'étais avec ma copine. Il y avait d'autres jeunes qui surfaient. J'avais déjà commencé les petites compètes. Donc en fait, j'avais plus de 10 ans. J'avais 10 11 ans. Euh, Ok. et, et voilà. Je me souviens bien. Attends, donc t'as commencé tes premières compètes de surf à 10 ans, quoi. À 10 ans, ouais. Ah, c'est fou. Mais attends, je me rends pas compte parce que bien que je surfe, tu vois, pour moi ça c'est un sport vraiment loisir et, et bon d'ailleurs c'était trop. Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette interview parce que je me suis remis du coup dans le tour et vraiment à comprendre comment c'était fait avec les différentes divisions et tout. On pourra en reparler un petit peu, mais euh, à 10 ans quoi, il y a des compétitions de surf du coup à La Réunion qui s'organisent ou tu dois déjà voyager Non, il y a pour des pouvoir. compètes à La Réunion, bien sûr. Ok, C'est, enfin, il y en a moins maintenant, mais il y en avait beaucoup à l'époque. En fait, il y avait ok, encore une fois, il y a dans le surf, il y a vraiment deux sortes de compétitions. Il y a les compétitions, on va dire privées, professionnelles, euh, et les compétitions comme les compétitions régionales, quoi. Et ouais, nous, ça nous permettait de nous qualifier pour l'équipe de La Réunion pour aller au championnat de France. hmm, ok, Et voilà. Et donc il y a à peu près à chaque fois, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait des compétitions, on va dire fédérales, donc comme les régionales, les nationales. ouais, Et à côté, il y a des compétitions qui sont organisées par des marques. hmm, Et par exemple, à l'époque, ça s'appelait le Marmaille Tour. Et j'avais fait première. Alors, je crois que j'avais 12 ans. J'avais fait première au classement à la fin. Et du coup, j'avais gagné un billet d'avion pour aller en métropole, faire la finale qui, pareil, était organisée par Quicksilver Roxy. Et enfin, et voilà. Donc, c'est vraiment, il y a toujours, depuis le début, il y a toujours un peu ces deux circuits qui sont ouais, en parallèle. C'est pour ça que c'est un peu ouais. complexe Mais des fois à comprendre. ouais, bah carrément. Moi, au début, j'étais un petit peu perdu. Alors peut-être que je peux te dire moi ce que j'en ai retenu de mes Oui, recherches. dis-moi. C'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui, on va dire la ligue majeure, c'est une ligue privée qui s'appelle le World Surf Tour, sur lequel vous êtes 14, il me semble, chez les 14 Chez les filles filles, on est sur 17. 17, pardon. Ah oui, et chez les hommes, ils sont 34, c'est ça? Exactement. Ouais. Et du coup, tous les ans, en fait, il y a
certaines filles qui descendent de division, d'autres qui montent. Du coup, tous les ans, en fait, la première division est renouvelée. Et pour la deuxième division, il y a plein de compétitions, mais si je comprends bien, c'est assez open. Plus ou moins n'importe qui peut s'inscrire à partir du Ouais, moment où il a une licence, quoi. Et exactement. après, il y a différentes compétitions en fonction de leur renommée ou de leur difficulté qui te permettent de gagner un Ouais, certain nombre de points et d'être dans le classement de cette fameuse deuxième division et qui te permet de montrer en première. C'est à peu près ça. c'est ça, exactement. T'as tout Waouh, compris. j'ai bien bossé. C'est clair. mais, Non, euh, c'est ça, voilà. Il mais y a tu vois, première division, deuxième division, en gros. Et faut être sur les meilleures compètes de la deuxième division et à gagner le plus de points pour pouvoir être dans la première, quoi. ok. Ouais, ça fait un peu penser. Ça me fait un peu penser au tennis, tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis. Ouais, T'as le classement ATP et derrière t'as les tournois Challenger en gros, bah, il faut effectivement gagner des points en Challenger pour rentrer dans le classement ATP et tu peux en ressortir un petit peu de la même façon, quoi. ouais, ouais, c'est ça, pareil. Exactement. Ouais. Mais c'est assez unique hein, quand même comme fonctionnement, euh, mais je trouve ça, enfin, je trouve ça assez cool parce que du coup c'est assez ouvert aussi. Ça permet aussi de comment dire d'avoir aussi peut-être pas forcément sur la première division, mais sur les autres, d'avoir un petit peu de surprise et d'avoir laissé un petit peu sa chance à tout le monde. Mais euh, Ouais, mais c'est assez unique comme organisation, je trouve. c'est vrai. C'est vrai que bah, après je baigne dedans depuis tout le temps, donc ça me paraît tellement normal. Mais mais oui, c'est particulier et ce qui est particulier, enfin tout est. Par exemple, moi qui suis dans la première division, donc je fais partie des 17, bah, j'ai quand même le droit de faire la deuxième division la même année, au cas où quoi. C'est un peu comme si un footballeur il jouait genre dans les deux divisions, au cas où Ok, il jouait dans deux équipes, au cas où son équipe perdrait enfin tomberait de la première division. Donc mais et puis c'est ouais comment dire, là, ils sont en train de se restructurer. D'ailleurs, en ce moment, bon, c'est un peu tout chamboulé avec le Covid, mais ils voulaient fonctionner un petit peu différemment parce que du coup, ça faisait beaucoup. Euh, pour nous, les filles, en fait, on est tellement peu sur la première division. En fait, il faut être dans le top 10 pour être qualifié pour l'année d'après. ouais, Et en gros, jusqu'à des fois quand tu es cinquième du classement à la mi-d'année, enfin en fait tu sais pas si tu seras dans les 10 ou pas à la fin de l'année quoi. Ça peut aller très vite. Et du coup, même si, enfin moi j'ai toujours fait ça, même si j'étais cinquième au début de l'année, j'allais faire des compètes de deuxième division pour essayer de gagner des points un peu au début pour voir. Puis pareil, à la fin de l'année, si j'étais pas au top, bah, je retournais en faire. Et du coup, en fait, mon année, elle s'arrête pas, quoi. Et les saisons, elles sont interminables. On commence en février et on finit en décembre, quoi. ouais, Et ouais, c'est ouais, dingue. des fois, c'est un peu complexe, mais là, normalement, ça devrait s'améliorer avec leur changement un peu. Ok. Mais du coup, ouais, si je comprends bien, il y a besoin du coup, il y a besoin de faire énormément de compétitions. Les compétitions, tu les fais aux quatre coins du monde, dans les plus belles destinations, Mm. enfin en tout cas qu'on peut imaginer. Mais du coup, j'imagine que ça doit être un sport assez cher du coup et qui dépend beaucoup de la relation peut-être que vous avez avec les sponsors ou les prize money, non? Ouais, ouais, complètement. C'est un sport où les sponsors font vraiment partie bah, de ta carrière. Euh, comme, euh, comme tu disais, vers 12 ans, j'ai commencé à avoir un sponsor. Bon, à l'époque, c'était des stickers et deux, trois t-shirts Roxy pour représenter à la Réunion, quoi, on va dire. Ouais, Mais, mais ça fait vraiment partie de la de la carrière et en bah, enfin pour avoir une idée une année sur le World Tour comme je disais en fait on comme c'est nous qui organisons tous nos voyages donc on choisit nos billets d'avion notre logement notre location de voiture la nourriture euh,
Mmh. tu te débrouilles un peu avec le budget que tu as, mais effectivement, à la fin de l'année, moi, une saison sur le World Tour, à peu près, c'est dans les 80 000 euros, quoi. Waouh! Pour une personne, juste pour toi, quoi. Parce qu'en plus, j'imagine, tu as ton entraîneur. Ouais, je mets quand même les frais. On va dire que il y a au moins les frais de billets d'avion et tout quand même d'une deuxième personne. Pas partout Bien parce sûr. que c'est pareil. Au final, moi, je peux pas amener beaucoup plus de monde. Je peux pas avoir un staff comme quand Ouais. on est en équipe de France ou quoi. Euh, c'est voilà. Donc moi, à chaque fois, mon choix, il se fait entre mon coach, qui est aussi mon conjoint. Donc s'il peut venir, ben Mmh. c'est le top et il vient et m'accompagne. Et si il a des obligations, du coup, c'est ma mère ou mon père qui viennent. OK. Ou Trop sinon, j'y chouette. vais toute seule. Mais j'ai l'impression que que ça se retrouve vachement dans les sports un peu extrêmes ou les sports avec une forte culture anglo-saxonne, tu vois, ou bah justement les sports un peu en dehors des circuits euh, fédéraux ou qui étaient en tout cas avant en dehors des circuits un peu olympiques. Enfin, je saurais pas comment tu vois comment classifier, mais tu vois, par exemple, j'en parlais avec Antoine Adlis, tu vois, qui fait du big air en ski, tu vois, donc Ouais. c'est ces mecs qui vont sur des énormes bosses et qui font trois sauts périlleux Ouais, ouais. en un seul saut et qui risquent leur vie à chaque fois. Et et je trouve que vous avez tous un point commun, c'est que comme vous êtes obligés de vous débrouiller un peu seul, je vous trouve vachement mature, tu vois. Lui, il a 24 ans et il dégageait une espèce de maturité, une espèce de conscience de lui, à la fois dans l'organisation, dans son devoir aussi de champion par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux sponsors. Vous êtes vachement autonome et enfin moi je suis bluffé en fait de à quel point ça déjà vous devez un peu tout gérer par vous-même et que vous n'êtes pas du tout couvé ou pas du tout vous êtes vraiment libre dans l'encadrement. Moi, je suis vraiment bluffé à chaque fois de votre maturité. Enfin, je sais pas si toi tu t'en rends compte parce que effectivement t'es dedans aussi, mais euh, ou peut-être quand tu rencontres d'autres sportifs, tu vois, où tu peux effectivement Ouais. constater que qu'il y a peut-être un petit décalage de au niveau de l'organisation, quoi. Ouais, 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 complètement. Alors, je sais pas euh, comment dire. Ouais, si, je m'en rends compte clairement. Je pense qu'on s'en rend compte aussi parce que, enfin, je sais pas du coup d'autres athlètes comment ils s'organisent, mais moi j'ai jamais pu tout faire toute seule, quoi. Clairement, depuis que je suis toute Hmm. jeune, enfin, il y a eu vraiment une époque où euh, quand j'étais vraiment plus jeune, par exemple, Roxy organisait les trucs pour moi avec les autres filles Roxy. Et là, c'était, tu fais partie d'un team et tout. Ça a été un peu plus simple. Et puis, mais c'est vrai qu'une fois que t'as, même un petit peu avant 18 ans, si tu choisis, enfin, c'est soit tu suis tout ce que ton sponsor fait, ou mais si tu as envie de Ouais. faire autre chose, effectivement, faut que tu te débrouilles. Hmm. Et puis, à passer 18 ans, bah là, tu te débrouilles pour de bon. Et du coup, moi, j'ai ma mère qui m'a vraiment beaucoup aidée, justement, sur toute la partie logistique. Et, euh, Ouais. et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu délègues à tes parents qui prennent du temps sur leur journée et tout pour ça, bah, que t'as personne des fois pour t'accompagner, bah, du coup, bah, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle est infirmière libérale, elle a pu prendre une remplaçante et elle a pu m'accompagner. Mais du coup, bah, c'est du temps que des gens te donnent et Ouais. pour faire ce que toi, t'as envie de faire. Et du coup, c'est assez... t'as quand même une certaine... redevance. Enfin, c'est pour ça que, ouais, je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte de ça et tu te dis, bon, ouais, il faut que, enfin, faut que je sois assez pro dans ce que je fais et un peu organisée et tout ça, quoi. Ouais. Mais tu penses justement que le fait que tu sois un peu redevable, tu vois, peut-être envers les personnes qui t'accompagnent, tu penses pas que c'est quelque chose, enfin, en tout cas pour moi c'est un moteur, tu vois. Je me demande si pour toi aussi, justement, tu disais ouais, enfin ça me donne envie d'être encore plus pro et tout. Tu penses pas que justement ouais, ce côté où tu dois être redevable, ça te Bien donne sûr. encore plus envie de t'arracher et encore plus envie d'être la meilleure version de toi-même pour pas décevoir les personnes Ouais. qui t'accompagnent, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que bon, même avant ça, au final, ça a souvent été mon moteur. Moi, quand j'étais gamine, ne serait-ce mes parents, enfin, euh, ça a toujours été un truc pour moi qui me tenait à cœur. Voilà, de qu'on passe des moments. Finalement, quand on est sur les compétitions et tout, si tout se passe bien, bah, on passe encore des meilleurs moments entre guillemets. Enfin, je Ouais. sais pas comment expliquer, mais ça a souvent été dans mon esprit quoi pendant mes compètes en me disant ça va être enfin c'est cool si je peux rendre mes proches fiers quoi et Ouais. et puis bah plus j'ai grandi et plus ça a été comme ça aussi maintenant que quand j'ai eu des coachs un peu plus personnels aussi quand ça a été une des choses aussi qu'il fallait savoir faire je pense s'entourer et quand j'ai eu des coachs et que là depuis ben, un moment maintenant mon coach c'est aussi mon conjoint c'est vraiment devenu un projet, on va dire, pour deux, parce qu'il s'investit Ouais. énormément et moi, ça m'a vraiment reboosté. C'est un peu ce qui nous manque, je pense, en surf aussi. En fait, c'est un sport très individuel et, Mm. euh, et, et je pense que moi, j'ai vraiment eu besoin à un moment donné de trouver autre chose que juste, ouais, je vais surfer, je vais gagner pour moi et je vais, enfin, c'est Ouais. au bout d'un moment, ça te nourrit pas, quoi. Enfin, pas moi en tout cas. Et, Ouais. euh, et maintenant, ouais, c'est clairement un de mes moteurs, le fait qu'on soit un peu genre une équipe et que je fasse ça pour nous deux, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'en avais parlé un peu avec avec Perrine Lafont de ça. Et elle me disait effectivement, elle était, t'es toute seule sur les skis ou sur ta planche, mais en fait, on Mm. n'imagine pas. Mais derrière, il y a un staff, il y a effectivement des parents qui sont hyper impliqués. Alors elle, effectivement, encore peut-être encore plus parce que justement, c'est l'équipe de France et notamment sur un sport, le ski de boss qui a été très gêné, enfin qui a porté beaucoup de médailles sur les Jeux Mm. Olympiques avec les différents athlètes et sur laquelle la France, l'équipe de France cartonne quoi. Mais Bien sûr. on en parlait un peu ouais de ce côté où finalement on voit que toi mais on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a derrière, tu vois. Et moi, c'était justement, et c'était une des questions un peu que je voulais te poser, c'est au final qui t'as mentionné un petit peu ta maman sur la partie logistique. Effectivement, ton coach, je crois, c'est Simon, ton coach Oui, conjoint. Je sais sinon, pas si ouais. un moment ça sera coach, un moment ça sera conjoint. C'est ça. La double casquette. Euh, mais euh, ouais, est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui t'accompagnent? Je pense, tu vois, peut-être aussi par rapport à la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que franchement, moi, je suis bluffé et je suis vraiment admiratif de la qualité du contenu que tu produis et de la quantité que tu fais. Je me demande mais comment elle fait. Donc, ouais, Euh, il y a d'autres personnes qui t'accompagnent peut-être sur cette partie-là ou sur d'autres, que ce soit la relation avec les sponsors ou quoi. Moi, ouais. je suis vraiment curieux de savoir comment tu t'organises par rapport à tout ça. Alors ça a été une évolution. Faut clairement dire que petit à petit ça évolue. Euh, Ouais. j'ai commencé donc en gros quand je suis rentrée, je vais commencer bah, quand je suis rentrée sur le World Tour en 2014. J'avais 20 ans. C'était mon année des 21 ans. Et, euh, et à cette époque-là, Simon donc était mon coach, mais j'en avais deux autres à La Réunion. Ouais. Donc j'avais un préparateur physique, Joël Hoss, c'est le papa de David Hoss qui a fait quatrième au JO de Londres en triathlon. Ouais, je vois très bien. Des Je fais du tri, Réunionnais. donc je vois très bien qui c'est, ouais. Et lui, enfin pour la petite histoire, la Réunion c'est assez petit en fait. Et moi j'habitais près de la piscine qui gardait quoi, à laquelle il donnait des cours et tout aussi. Et en fait, il m'a vu en couche culotte, enfin bon peut-être pas en couche dans la piscine quand même pas, mais en petit maillot bonnet depuis que j'avais 3 ans quoi. Et, Ok. et puis quand un jour je suis rentrée à La Réunion, je me suis dit bon allez je m'entraîne à fond et tout et j'y vais pour de bon là pour les 2 prochaines années. Et il a vu ça, il a dit écoute, je veux bien te filer un coup de main et tout en prépa. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu mon premier entraîneur à moi en fait, parce que Ok. c'est vrai que jusqu'à c'était à peu près donc mes 18-19 ans,
19 ans, j'avais un peu fait avec ce que les sponsors te donnent, en fait, des team managers et leur cadre, qui n'est en fait pas forcément du tout professionnel, qui est très freestyle, je dirais. Le Ouais. surf, comme tu disais, tu parlais de la professionnalisation du surf. En fait, ça c'est vraiment venu là ces 10 dernières années. Et, euh, et du coup, je pense que moi, ma carrière, ça représente bien ça au final. Quand j'ai grandi entre mes 12 ans et 18 ans, j'ai eu pratiquement, j'ai pas eu énormément de suivi et tout. Il y avait des choses qui se faisaient en équipe de France, mais bon, après, voilà, les deux stages que tu avais, le stage que tu avais sur l'année et la compétition que tu faisais en équipe de France, le reste de l'année, sur le côté professionnel, ils pouvaient pas nous accompagner parce que c'était la Fédé et que de toute manière, ils n'avaient pas les moyens financiers pour nous accompagner. Toi, sur le côté professionnel, du coup, tu repassais dans les mains de d'autres gens. C'était en gros les team managers et tout des sponsors, mais Ouais. qui, eux, n'étaient pas forcément... juste pas forcément. D'une, ça change souvent dans les marques. Donc, Ouais. un an, tu es avec quelqu'un, tu utilises des liens. L'année d'après, tu es avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment plus Ouais. pour finalement de l'organisationnel et pas du tout pour un suivi de performance et tout. Et Ouais. du coup, en fait, moi, quand je suis arrivée à 18 ans et que je suis rentrée à La Réunion et que j'ai dit, bon, allez, je veux m'entraîner, c'est parti, et je veux m'entraîner un peu à ma manière, parce que j'en ai un peu marre, en fait, de suivre et d'aller dans des choses qui me conviennent pas forcément en fait. Et, euh, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner avec Joël et, une autre personne qui était du milieu du surf à La Réunion qui s'appelle Nicolas. Euh, du coup, j'ai commencé comme ça et un an après, Simon est arrivé parce qu'en fait, cette année, c'était en 2013, je me suis qualifiée pour le World Tour. Ouais. Ok. Et c'était fin 2013 et après que je me sois qualifiée, ce qui était un peu une surprise parce que je m'étais donné 2 ans et puis finalement la première année je me suis qualifiée. Euh, j'étais J'étais un peu surprise, puis je me disais bon, va peut-être falloir que je m'entraîne un peu différemment. Et c'est vrai que tous ces questionnements, je me le suis fait avec mes parents et aussi avec Joël et Nicolas, en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer tout ça et que je sois encore plus prête pour le World Tour l'année prochaine parce qu'en fait je suis pas prête et on le sait très bien quoi. Là pour l'instant je pensais pas être qualifiée comme ça aussi vite Ouais. et du coup Simon qui lui venait de finir son DU de préparation mentale, enfin il s'est joint à mes deux autres entraîneurs et on a commencé à bosser ensemble la prépa mentale, ce qui me paraissait, c'était pour moi, genre, il me faut absolument ça parce que je me sentais pas prête du tout, en fait. J'étais là, il Ok. faut absolument que je sois plus forte dans ma tête, sinon je vais m'écrouler, quoi. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour dire que ça a un peu évolué, comment je me suis entourée et que ce soit pour ma prépa personnelle, enfin, et puis après tout le côté média et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, par exemple, jusqu'à 2013, genre j'avais pas d'Instagram quoi. Ouais. Enfin si j'avais un petit Facebook, je sais même plus, mais et je suis arrivée sur le World Tour en 2014. Et là, en fait, j'ai vu que toutes les filles qui étaient entourées, soit de marques ou quoi, parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai pas de sponsor majeur non plus, en Hmm. fait. Ouais. Euh, donc, en fait, je suis arrivée sur le tour et toutes les filles avaient un photographe, un caméraman. Moi, je suis arrivée sur le tour aussi. J'avais une de mes meilleures amies qui était sur le tour. Elle s'appelait Bianca, c'était une Sud-Africaine. Ok. Et c'était sa deuxième année sur le tour. Et en fait, pareil, elle a fait la première année et puis la deuxième année, elle a commencé à se dire bon faut que je fasse plus de contenu. Du coup, elle a pris pareil un photographe. Donc moi, je logeais souvent avec elle et puis elle avait son photographe, ou son caméraman et puis elle créait vachement plus de contenu. Elle était déjà sur les réseaux et tout ça. Et Ouais. effectivement, j'avais mon petit Instagram aussi moi,
j'avais pas du tout réalisé que c'était en fait une vraie profession. Bah ouais, clairement, ouais. Et du coup, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse là-dessus. Et, euh, Simon, en fait, qui m'avait aidé vraiment sur toute la partie mentale et gestion. Ça a été d'ailleurs une des premières choses, parce que lui, du coup, il vient du triathlon aussi à la base, il fait beaucoup de Ouais. triathlon. Et une des premières choses qui m'a fait travailler, c'est l'organisation. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un cadre un peu freestyle et j'ai toujours été freestyle. Je pense que c'est un peu ma personnalité aussi, mais c'est, enfin, j'avais justement aucune organisation et jusqu'à ce que j'ai en fait un préparateur mental. Personne ne m'avait parlé d'objectifs à court terme, d'objectifs à moyen terme, d'objectifs à long terme, euh, de euh, de savoir qui est-ce qui fait partie de ton entourage, savoir qu'est-ce qu'est-ce qui aussi ton entourage, de quelle manière. C'est vraiment en fait de prendre, de réaliser que j'étais vraiment l'actrice de ma carrière et tout ça. C'était Mm. un peu jusqu'à maintenant, j'avais l'impression en fait que j'avais suivi le flow à droite à gauche avec mes résultats, les opportunités que j'avais eues et tout. Et Ouais, il y a tout qui roule, quoi. Il y a tout qui voilà. roule. Et, et puis là, vraiment, mais alors lui, il comprenait pas que je sois à ce niveau sans avoir aucune organisation. Il était là, mais attends, mais là, il va falloir se réveiller, cocotte. Sinon, tu vas rater le train, quoi. Vraiment, enfin, il m'a fait un peu un électrochoc et j'étais là, ah ouais, d'accord. Bon, ben, et du coup, dans toute cette partie d'organisation, il m'a fait aussi réaliser que, il fallait que je commence sérieusement à bosser le côté réseaux sociaux, création de contenu et tout ça, euh, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Et en plus, j'étais face à des machines de guerre. En face, mais toutes, elles avaient Ouais. déjà des millions, non pas des millions, mais des centaines de milliers de followers et tout. Enfin, c'était. Et du coup, je me suis mise un peu doucement à faire ça aussi. Et il m'a beaucoup aidé aussi à créer du contenu, mine de rien, parce que c'est pareil quand t'as pas de sponsor principal, quand tu peux pas te permettre de payer 500 euros un photographe ou quoi, ou 500 euros je dis, ou plus ou moins, bref, euh, Ouais. c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément, enfin, ça te prend du temps, quoi. Puis il faut trouver des outils et ça te prend du temps. Et je me souviens en 2013, GoPro m'avait envoyé une GoPro et on avait vraiment bien rentabilisé le, le truc. Et voilà. Et puis du coup, je mettais tout le monde à contribution. Allez, papa, maman, faites-moi une photo ici, faites-moi ça. Et ça Ouais. continue un petit peu comme ça maintenant. Pour le coup, la création de contenu, c'est vraiment Simon et moi qui nous en occupions. Et, Ouais. et où ma mère, quand elle est là, elle va me filmer quand je fais du surf et tout. Ok, Euh, trop cool. c'est elle qui est avec moi en Australie là. Ok. Du coup, voilà, pour ce qui est création de contenu, c'est vraiment moi c'est pas, pardon, c'est vraiment Simon et moi et euh, et ceux qui m'accompagnent pour m'aider à juste créer les images. Mais et puis tout ce qui est autour après, maintenant plus j'avance et plus je m'entoure quand même. Je suis avec une agence de com aussi pour tout le côté média, Ouais. pour avoir un peu moins à gérer. J'ai un comptable, une avocate, donc c'est vrai pour toutes les parties qui pour moi me paraissent, enfin d'une, j'ai pas du tout les connaissances et j'ai pas du tout envie de prendre le temps de faire ça et j'ai pas envie de faire de bêtises et tout, donc voilà. Mais pour ce qui est création de contenu, organisation encore de mes voyages et tout ça, du coup la partie entraînement, tout ça c'est Simon et moi. Et même la relation avec les sponsors, c'est un Ouais. peu mon avocate et nous. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille maintenant. Ok. Bah écoute, Mais tout ça franchement, a merci évolué. infiniment. Ouais. Mais ouais, 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 ça évolue beaucoup. Enfin, après, c'est voilà, c'est une organisation. Il faut trouver un équilibre. Ouais. Et
Et puis c'est aussi du management humain, donc t'as des gens qui partent, t'as des gens qui arrivent, chacun a des nouveaux projets, donc c'est sûr que ça évolue en permanence. Mais merci infiniment de partager tout ça et d'être hyper transparente parce que tu vois, c'est un truc qui est invisible dans le sport, tu vois, et on s'en rend pas compte. Ouais. Et tu vois, quand tu dis que effectivement tu vas travailler avec une avocate et un comptable, et ben bah alors forcément tu parles en l'entrepreneur qui est sommeille en moi et qui a monté plusieurs sociétés et qui tu vois et qui adore ça et qui comprend. Enfin, tu vois, quand tu me parles de tout ça, bah en fait, je suis pas du tout étonné, mais je vais te dire, après quasiment 90 interviews, c'est la première fois. Tu vois qu'une athlète ou qu'un invité me dise bah ouais je travaille effectivement il faut s'entourer de professionnels parce que quand tu gères 80 000 euros 100 000 euros de budget par an, bah il faut compter les dépenses et pouvoir calculer les recettes aussi de ce que tu fais à côté et donc, enfin moi ça me paraît entièrement logique. Et puis quand tu as des contrats de droit d'image, ça me paraît complètement aussi logique de travailler avec un avocat et on n'aborde jamais ce sujet, tu vois. Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est je sais pas si c'est un tabou ou c'est un truc peut-être que les athlètes pensent que c'est pas sexy et que ça vaut pas le coup d'en parler, mais euh, mais c'est une Je sais partie pas. obligatoire quoi. C'est Ouais, ouais, non. vraiment Clairement, ça a été. Bon, moi, c'est venu un peu plus tard. Au final, c'est vrai qu'on, ça fait 2, 3 ans que je travaille avec. Ça fait 2 ans que je travaille avec une avocate. Euh, je pense que notre système avec Simon, où on avait vraiment tout fait tout seul pendant un moment, était arrivé un peu à bout. On avait réussi à faire plein de trucs, mais c'était arrivé un peu à bout et on avait besoin de déléguer un peu. Au bout d'un moment, c'est plus possible de bien tout sûr. faire tout seul. Et puis, on n'est pas, c'est pas nos métiers non plus. Il faut savoir. En fait, c'est vraiment le. Après, c'est des moments un peu c'est assez difficile. On aurait pu continuer comme ça, mais bon, après, Non, mais faut progresser. voilà, Si tu c'est veux ça, faut progresser, faut avancer à un t'entourer, moment quoi. donné, exactement. Ouais, Et, euh, et puis, ben, moi, j'étais là. Parce que dans le sport, après, il y a plein de façons de faire aussi. Tu peux ne pas avoir d'avocat et tu peux prendre des agents. Tu peux. ouais, Ça peut être quelqu'un de ta famille qui le fait, ça peut être un ami, parce que, enfin, il y a c'est vrai qu'il y a pas de façon de faire et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens n'en parlent pas trop parce que ben au final c'est des choix assez personnels. Euh, mais ouais. bah, voilà, après moi les agents j'ai du mal à faire confiance je pense avec tout ce que ouais je sais pas peut-être j'ai l'habitude de travailler avec des gens très proches et je sais qu'ils me veulent que du bien. Et jusqu'à Ouais. maintenant, Mm. je sais pas pourquoi. Dans le surf, en tout cas, on a eu peut-être des a priori un peu sur les agents. Et du coup, bah, j'ai fait ça pendant un moment. Et puis après, là, avec l'avocate, pour moi, ça me va très bien aussi. Il y a une certaine rigueur et tout que j'aime bien. Ouais, Et ouais. voilà. Non, et puis en plus, bah, moi, je suis pas du tout étonné que tu t'entoures parce que quand tu fais la liste de tous les trucs auxquels tu dois penser, mais je me dis, waouh, enfin, comment ça peut reposer sur les épaules de deux personnes? Parce que voilà, en plus de ça, il faut le temps de s'entraîner, de faire les compètes, de se reposer. On pourra reparler un petit peu de ta préparation physique, mais ça a l'air hyper carré et hyper professionnel. Donc, j'imagine, enfin, en tout cas, tu laisses l'impression de rien laisser au hasard. Donc, tu vois, il faut avoir le temps de tout ça et tu peux pas effectivement gérer une dizaine de sponsors parce que toi, je crois que c'est à peu près le nombre que tu en Ouais, as en tout. Euh, et tu peux pas effectivement gérer les contrats qui vont te demander et puis en même temps la création de contenu qui vont te demander, gérer enfin le planning qu'ils ont comparé à ton planning de compète, enfin ouais, prévoir tout le contenu en avance, faire les montages, faire les trucs, enfin waouh. Et donc tu vois, moi je suis pas étonné et en plus c'est un cercle vachement vertueux parce que tu l'as dit, t'as commencé, enfin t'es arrivé, il y avait personne. Euh, et tu as commencé à demander effectivement aux gens qui étaient autour de toi, que ce soit à ta maman ou à Simon, et petit à petit, en fait, bah, tu progresses, du coup, tu as des meilleurs sponsors, du coup, tu peux un peu plus déléguer, du coup, tu fais aussi du meilleur contenu parce que tu progresses, tu vois, et enfin, du coup, c'est vachement vertueux, en fait, au final, c'est le pas est dur à franchir, mais, complètement. mais ça Ouais, joue que en ta faveur, quoi.
où on va dire, faut y croire quand même, parce que franchement, Instagram à la base ou des trucs comme ça, je vais jamais y arriver. Enfin, déjà, bon, moi, je pars de loin. J'étais à la base de quelqu'un qui disait non, mais pourquoi je vais mettre une photo de moi à la piscine là et qu'ils s'en foutent les gens de savoir ça, franchement. Enfin, ça me Ouais. paraissait complètement absurde que quelqu'un veuille savoir de ce que je faisais de mes journées, quoi. Ouais. Et, et puis, bah, petit à petit, finalement, tu te prends en jeu et c'est vrai que, ben, tu te rends compte que bah, tu as une vie un peu déjà différente. Donc, c'est vrai que c'est quand même, mine de rien, c'est intéressant. Enfin, je vois, moi, j'ai bien envie de savoir ce que d'autres sportifs font quand ils sont en déplacement et tout ça, quoi. Donc, Ouais. tu te rends compte que petit à petit, que c'est assez intéressant. Et puis après, la création de contenu, c'est vrai que ça prend du temps. Il y a des fois où j'aime bien et il y a des fois où j'aime moins, hein. Des fois, c'est pas drôle quand tu sens que tu le fais vraiment pour le faire, que, ouais, que c'est important de toute manière. Puis c'est tous les jours, en fait. C'est surtout ça qui prend du temps. Mmh. Et, Ouais. mais j'aime bien. Et puis voilà. Mais là, c'est vrai que je me suis mis un autre petit challenge quand même en reprenant les cours. Ouais. J'avais En déjà beaucoup plus. de choses à faire. Mais je l'ai senti que l'année dernière, justement, j'en avais pas assez parce qu'il y avait pas assez de compétition, j'avais pas assez d'objectifs et je me suis dit, bon, allez. Euh, non, mais j'ai une opportunité aussi avec ce qui est chouette dans ce cercle, comme tu parles, assez virtueux. Un de mes derniers sponsors, c'est la FDJ, Ouais. la Française des Jeux, et ils ont créé tout un team pour nous accompagner pour, bah, c'était les Tokyo 2020, ensuite les Jeux d'hiver en 2022 et ensuite Paris 2024. Et, euh, et en fait, ils ont des liens avec des écoles en France, que ce soit l'EM Lyon, une autre école de Sciences Po sur Paris et une autre, je crois. Et du coup, ils avaient des passerelles dans, qu'on pouvait avoir et c'était pour moi c'était la première passerelle. Ça fait quelques années où dans le surf c'est pareil, j'essaye de voir quel genre de formation, quel genre d'études je pourrais faire en parallèle parce que on a quand même un petit peu de temps mine de rien et Ouais. et puis finalement il y a toujours du présentiel. Enfin ça a jamais été évident pour moi de trouver quelque chose d'adéquat euh, par rapport à, ouais, à ce que je faisais. Et puis là, c'est tout online et tout, et c'est chouette. Donc voilà. Mais je galère, hein. Ok. Et par curiosité, tu as choisi quel cursus? Mais enfin, tu fais bien de mentionner le M Lyon. Je sais que je travaille, enfin, la boîte que j'ai rejoint là il y a un an qui s'appelle School Lab est très partenaire de l'EM Lyon et on voit à quel point c'est une école qui est assez novatrice, tu vois, et qui prend des risques et qui fait des choses assez nouvelles. Donc trop cool. Enfin, et tu vois, je suis hyper agréablement surpris que quand j'ai appris justement que tu avais repris les cours avec eux. Et en même temps, je suis pas du tout étonné parce que je les vois très novateurs et tenter plein de choses, donc à plein de niveaux, donc super chouette. Et ouais, toi, du coup, c'est quel cursus que tu fais? Du coup, c'est le PGMO. Mhm. C'est ouais, un cursus. En gros, tu peux l'intégrer que si tu as 10 ans d'expérience de vie professionnelle. Euh, Ok. et du coup, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui sont qui ont entre, on va dire 30 et 50 ans et qui veulent soit changer de métier, soit juste approfondir quelques, quelques connaissances, ou qui changent de poste et qui veulent voilà juste prendre un certificat dans le programme pour être un peu plus calé là-dedans. Donc il y a un petit peu de tous les profils. Il y a pas mal de sportifs de haut niveau quand même, et Ouais. euh, et c'est assez enfin moi je prends le programme et il y a en gros dans le PGMO il y a 10 certificats sur 10 sujets différents et voilà qui durent à chaque fois quelques mois donc et puis tu peux les prendre un peu à la carte quoi tu prends les uns après les autres il y a pas forcément enfin voilà c'est quand même assez libre et moi c'est ce que j'aime bien quoi.
Ok. Bon, bah, trop chouette. Et en plus, bah, écoute, je suis pas étonné qu'il y ait d'autres sportifs de haut niveau et ça doit te faire tout drôle de te retrouver un peu la plus jeune du cursus, mais super chouette, super chouette. Et tu sais un petit peu ce sur quoi tu as envie que ça débouche. Là, bon, t'es en pleine carrière, t'es vraiment au top niveau et qu'on se le dise aussi, il y a quand même un événement sportif qui est pas du tout anodin parce que c'est la première fois que le surf arrive au arrive au jeu. Donc j'imagine que tu dois pas trop avoir l'esprit tourné forcément sur la suite et plutôt concentré un peu sur le quotidien et le sportif. Mais est-ce que tu as des aspirations ou des fois tu as des choses un peu qui te font vibrer pour l'avenir? C'est quelque chose auquel tu songes parce que tu vois j'ai Bien sûr. l'impression en attendant que tu es vachement consciente, tu vois, de ce que tu vis, de l'opportunité que c'est et de la chance un petit peu que tu as de vivre de cette passion, tu vois. Mais est-ce que du coup, ouais, tu as eu des réflexions sur ce que tu voulais faire après? Ouais, bien sûr, j'ai déjà bien ma petite idée, c'est même des choses qui me font, on va dire, totalement autant rêver de que ce que je fais maintenant. C'est ça qui est cool. Hem, j'ai toujours eu une sorte de personnalité où on va dire qu'en fait, j'ai il y a plein de choses que j'aimerais faire depuis tout le temps et j'ai jamais eu peur de me dire bah si j'ai plus le surf en compétition, qu'est-ce que je vais faire quoi. Enfin j'ai toujours eu vraiment d'autres centres d'intérêt et d'autres envies. Euh, Mhm. j'ai déjà été dans la situation aussi au final dans ma carrière où bah finalement j'ai cru que c'était assez proche de la fin quand j'avais plus de quand j'ai perdu mon sponsor là quand j'avais 18-19 ans et que en fait je pensais que ça allait être le début et puis bah finalement j'avais plus de soutien financier ou quoi donc j'étais bon bah en fait qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je peux repartir aux études, enfin tu vois c'était un moment où j'aurais pu Ouais. choisir l'université puis je me suis dit bon allez non je me donne encore 1 ou 2 ans et puis en fait le surf c'est quand même aussi très on est sur le World Tour mais chaque année en fait faut se battre pour sa place dans le top 10. Ouais. euh, 17, c'est quand même très peu. Ouais. Et 10, c'est encore moins. Ouais, c'est Et vraiment un élite, quoi. Ouais. chaque année, faut se Mhm. battre pour cette place dans le top 10. Et en fait, chaque année, je sais que ça peut s'arrêter, quoi. Ouais. Et si ça s'arrête, ben, je vis pas de la même façon parce que la deuxième division, je pourrais être sur la deuxième division, mais la deuxième division, en fait, même si tu gagnes pratiquement tous les événements, tu rentres, enfin, tu couvres tes frais, quoi. Tu fais pas, tu vis pas, quoi. Pas quand t'as 27 ans, que t'as des loyers à payer, que t'as une voiture. Quand je suis rentrée sur le tour et que j'avais 21 ans, ben ouais, super. Moi, je voulais vivre enfin, je voulais faire mon rêve, aller faire les compétitions, être sur le World Tour et tout ça, et c'était top. Et en gros, je m'étais jamais acheté une voiture parce que je passe de toute manière tout mon temps loin de chez moi, donc il y avait pas de souci. Mais là, une fois que t'as des comment dire, bah des, euh, des responsabilités et tout, bah je pourrais pas me permettre de faire 3-4 ans sur la deuxième division. Je pense pas quoi. Ouais. Donc en gros, bah, chaque année, je sais que ça peut être la dernière un peu. Donc je pense à l'avenir. Ok. Euh, Bon. voilà, Vas-y, voilà. t'as des petites idées du coup? Ou Euh, ouais, du coup, bah, j'aimerais bien un peu utiliser quand même de tout ce que j'ai fait dans ma carrière et de tout ce que mon entourage a pu m'apporter et comment j'ai vu que ça a pu m'aider l'entourage. En fait, j'aimerais bien un jour pouvoir entourer des jeunes, peut-être des jeunes filles si c'est possible, un peu plus tard. On aimerait aussi avec mon conjoint monter un peu des stages des stages de surf, on va dire, mais un peu multisport aussi parce que moi j'adore un peu toucher à tout. Au final, ça fait aussi partie de mon entraînement de pouvoir diversifier un peu les disciplines et des fois quand tu te pousses dans un autre sport, en fait, bah, ça t'aide pour ton sport, je trouve. Euh, bon après effectivement le surf est quand même c'est un sport assez libre et vaste, c'est pas comme si c'est spécifique, il y a de la technique mais
n'importe quel sport peut t'apporter. On est aussi beaucoup dans le dépassement de soi, dans l'élément, dans la nature et tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve que se dépasser dans un autre sport en fait t'aide à quand le surf c'est tellement quelque chose que tu connais que des fois c'est plus dur de sortir de ta zone de confort quoi. Ouais, ouais, je vois. Et t'as mentionné les stages, mais il me semble que t'as déjà commencé à en faire, non? Il me semble que cet été, j'avais vu passer. Bon, alors faut que je fais la petite confidence peut-être au bout de 50 minutes, mais moi je suis un énorme fan de ton contenu et en fait je prends trop de plaisir à te suivre parce que enfin je sais pas, je trouve à la fois tu dégages beaucoup de professionnalisme et en même temps beaucoup de bonnes vibes. Tu vois, on n'a pas là du tout l'impression que euh, non, mais tu vois, il y a pas trop la notion du sacrifice, du work hard, enfin tu vois, du no pain no gain et tout. On voit que il y a Ce qui est vrai, c'est assez. Je pense que c'est parce que c'est un sport, comme je disais, c'est quand même très libre enfin, en surf, on est encore énormément à s'entraîner vraiment différemment, quoi. Et, Hmm. et comme il n'y a pas trop de cadre, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et à un moment donné, bon, faut bien faire des choses que tu n'as pas envie, mais il y a aussi plein de façons de travailler en ayant envie. Et voilà. Et désolé, je t'ai Ouais. coupé. Non, non, mais non, mais on peut digresser parce que tu vois, des fois, je me dis, oui, tu vois, Instagram, faut jamais oublier que c'est la partie des gens, c'est partie submergée de l'iceberg, de ce que les gens veulent te montrer. Et c'est pas toujours la vie réelle, mais toi, tu partages beaucoup, beaucoup de ce que tu fais et toujours avec de super bonnes vibes. Donc, et ça a l'air vraiment sincère et spontané. Tu vois, des fois, tu sens quand c'est faux. Tu vois, Ouais. la caricature un peu de l'influence où, où tout est parfaitement posé, il n'y a pas grand chose de spontané, Mm. ça se ressent, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Peut-être que j'ai pas un bon flair pour ça ou peut-être que mon flair est bon ou mauvais, je sais pas, mais en tout cas, ouais, avec toi, tu vois, on sent euh, ouais, que tu mènes un peu la vie de tes rêves et que t'en profites, quoi, et que et certes, c'est du haut niveau, et certes, il y a des moments qui sont hyper durs, comme les défaites, les entraînements, les jours où t'as pas envie, les petites déconvenues qui peut arriver aussi dans le quotidien de n'importe qui. Mais, Ouais. euh, mais on sent que tu kiffes, quoi, et que tu profites et que t'es là, et que tu comptes, enfin, que cette place que t'as, tu la savoures au maximum. Donc voilà, c'était mon petit instant de gratitude et d'admiration, c'est partagé et vraiment je voulais te féliciter, quoi, parce que Gentil. c'est bien fait. Bon, voilà, en tout cas. Merci. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que ton flair est plutôt bon. Non, mais comme dans tout, il y a des moments qui sont plus chiants, il y a des moments où c'est pas drôle. Comme je disais, ça me motive de faire mes compètes et tout pour deux. Ben ouais, mais quand je perds aussi pour deux. Donc il y a des moments, Mm. en fait, c'est complexe. Euh, Simon, par exemple, un des sacrifices qui a été fait, Simon, par exemple, je lui ai demandé de ne pas retrouver un travail à un moment donné pour travailler plus pour moi parce que j'avais besoin de son temps. Mm. Euh, mais ben, en fait, il n'y a pas tout le monde qui est capable, je pense, de faire ça parce que c'est une sorte, enfin, c'est pas stable un emploi avec moi parce que lui, en fait, chaque année aussi, Ouais. c'est chaque année, est-ce qu'il va y retourner dans le tour? Enfin, il y a de la, mais je pense que tous les deux, on est des gens qui font les choses à 100% et qu'on est conscient de ça, qu'on aime aussi la simplicité et on n'a pas, bon, bah, si on n'est pas sur le tour l'année prochaine, bah, on fera d'autres choses. Il y a plein de choses on vit aussi assez simplement, hein. À La Réunion, on a un petit appartement avec une petite cour derrière où c'est notre salle de sport. On fait nos entraînements ici. Euh, à La Réunion, encore une fois, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. On a un maillot de bain et des savates et voilà. Ouais. C'est vrai que je pense on se suffit à vivre avec pas grand chose aussi. Et c'est vrai que ça nous fait pas trop peur de se dire bon bah ouais, si l'année prochaine t'es pas sur le tour, ben c'est dommage, mais en même temps, enfin c'est dommage et en même temps, bah t'auras fait déjà énormément de choses et c'est chouette aussi. Donc faut juste ouais pouvoir prendre un peu de recul à certains moments
quand la Ouais. pression, elle est un peu haute et tout ça, faut aussi réaliser. Et je pense que j'ai aussi ça de ma maman qui est une grande philosophe de la simplicité, qui est chaque matin est émerveillée par boire un café, passer devant un arbre en fleurs. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qui fait que cette attache à la simplicité et aux choses de la vie que, en fait, que je sois surfeuse pro ou pas, la vie c'est chouette quoi. Ouais, ouais, t'as raison, il faut en profiter. Et, euh, et effectivement, tu vois, enfin, on a tous des vies différentes, mais moi, je considère un peu que le but de la vie, c'est d'être heureux, quoi. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, faut essayer toujours essayer de s'en sortir pour être le plus heureux possible. Mais je sais pas si Ouais, c'est mais une je pense bonne que c'est un choix philosophie de vie, aussi. mais Le but, enfin, il y a des gens, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et ils sont pas heureux, quoi. ouais. C'est à un moment donné, c'est une certaine conscience à avoir quand même, je trouve, Hmm. pour être heureux, faut être. Et après, bon, j'ai la belle vie aussi. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça. C'est peut-être pas aussi facile. Hein. Je suis peut-être dans des conditions qui font que c'est simple de dire ça, hein, mais mais je pense qu'il y a quand même une partie euh, de, de positionnement, quoi. À un moment donné, tu choisis aussi de te lever tous les matins et de te dire, OK, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, quoi. Ou ça Ouais, va être une ouais, journée. bah carrément. Ouais, exactement. Et puis aussi tu disais que tu étais dans une situation confortable, mais tu vois, il y a eu aussi énormément de travail et tu t'es donné entièrement les moyens, tu vois, pour arriver dans cette Ouais, bien situation-là. sûr. Sûr. Et des fois, on oublie trop que, moi, une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est arrête de penser à la ligne d'arrivée, profite du chemin, quoi. Et, et, et effectivement, tu vois, quand tu regardes effectivement 10 ans après, avec les podiums, les médailles, ce genre de choses, bah, tu peux te dire oui, certes, tout va bien, mais tu vois, pendant les 10 ans, t'as profité aussi, quoi. Et, et c'est ça qui fait Bien sûr. que on est un peu plus heureux tous les jours. Mais bon, bah cool, on a eu un peu cette petite pensée philosophique et c'était plutôt chouette. Et je sens que c'est une question que tu as dû te poser plusieurs fois, soit avec ta maman, soit avec Simon. Mais euh, moi, je voulais te poser un peu une dernière question parce que le temps passe pas mal quand même et j'ai pas envie de même si moi je me verrais bien occuper toute ta journée de confinement, mais euh, c'était un petit peu ouais sur ta vision du surf et la façon avec laquelle tu l'avais vu évoluer. Peut-être que, alors moi je la vois effectivement d'en dehors, toi tu la vois, je la vois avec aussi mes préjugés, mon filtre. Mais j'ai, tu vois, j'ai grandi moi avec des films comme Point Break. J'ai grandi avec des types un peu comme Kelly Slater ou Laird Hamilton, qui étaient un peu des mecs un peu barjots. Euh, à la fois qui ont beaucoup apporté au sport, je pense, et qui sont devenus des vraies icônes. Bien sûr. Euh, mais il y avait quand même, tu vois, sur le surf un peu une réputation un peu de sport de rebelle, un peu hippie. Là aujourd'hui, quand je te vois, j'ai l'impression que ta préparation physique, elle est hyper travaillée, que tu soignes ta nutrition. Tu as parlé tout à l'heure de préparation mentale et on a vu, tu vois, durant tout cet échange à quel point c'était exigeant. Est-ce que tu penses pas que ouais le le j'ai du mal à formuler ma question, mais ouais, est-ce Oui. que tu penses pas que ouais le surf a un peu souffert justement de cette réputation un peu sulfureuse qu'il a pu avoir il y a 30 ans et que aujourd'hui finalement il a complètement évolué et que c'est plus du tout typiquement tout ce que enfin la caricature que je viens de te dire, quoi. Je pense, je sais pas si ça en a souffert. Je pense que clairement, c'est ce que c'était. Mm. Je pense que clairement, il y a des gens qui le vivent comme ça, le surf encore, parce que Ouais. ça peut. Je comprends vraiment que ça puisse être une philosophie de vie avant de
de se dire que on va être là à essayer de gagner des points et des compétitions. Enfin, je pense que c'est vraiment Ouais. un sport, c'est un sport outdoor, euh, mais comme comment dire, comme les gens qui faisaient de l'escalade et pour qui c'était impensable de faire de l'escalade en salle. Bien sûr. Pour Ouais. eux, c'était leur vie, c'était d'être dehors, c'était d'être sur les montagnes, sur les falaises. Euh, Ça avait ni queue ni tête de se dire qu'ils allaient s'enfermer dans une salle pour faire de l'escalade, quoi. Ouais. Euh, bon, on n'en est pas encore là dans le surf, par exemple, mais c'est un petit parallèle. Mm. Je, je pense qu'il y a des gens qui vivent le surf comme ça, comme un lifestyle, que ce soit euh, peut-être effectivement le mec un peu rebelle, ou que ce soit maintenant il y a beaucoup l'image de la fille qui fait un peu du yoga et qui va surfer des petites vagues en longboard, et tout ça Ouais, c'est un peu c'est des changé. lifestyles, et je trouve ça chouette aussi de pouvoir avoir le surf pour être au contact Mm. de la nature, ces sensations de glisse qui sont incroyables. Enfin, je trouve ça cool. Mais effectivement, ben, tout le côté professionnel, Ouais, euh, sur le circuit pro, ça existe plus, sur quoi, ce côté lifestyle, plus j'imagine. pro, ben non, voilà, effectivement, on est tous. Ben, encore une fois, on a des. Tout le monde, bah, quand tu grandis, quand on fait ton métier, ben, à un moment donné, tu as des responsabilités, donc tu le prends quand même un peu plus au sérieux que juste effectivement ta session de surf du dimanche. Mais et puis je pense que petit à petit, il y a de plus en plus d'étapes, il y a de plus en plus de jeux, d'argent quand même en jeu. Mm. Il y a comment dire, les étapes aussi, donc c'est sur différents spots, donc faut avoir toute une préparation matérielle derrière, donc avoir différentes planches, travailler avec un shaper pour pouvoir aller surfer des vagues, des grosses vagues et tout. Ben quand aussi c'est pareil, quand tu passes à travers une blessure, ah ben là, enfin c'est pareil, professionnellement parlant, tu peux plus faire de compète. Peut-être que tu as des contrats de sponsors qui disent que bah, si tu es blessé plus de 3 4 mois et que tu participes pas aux compètes, ben eux ils te payent pas. Enfin non, clairement, de plus ça passe, plus comme les autres athlètes, on va dire, euh, je pense que les surfeurs et tout ça se rendent compte. À quel point il y a tout ce professionnalisme en fait derrière, effectivement, pour être en forme, pour être suivi, pour euh, pour être performant, parce que mine de rien, en fait, jusqu'à maintenant, on avait 10 coupes du monde et c'était le premier du classement qui était sacré champion du monde. Donc c'est pareil, Ouais. pour être consistant sur une année entière qui débute en février, qui finit en décembre, avec des voyages tout autour de la planète et tout, faut avoir une hygiène de vie de ouf, quoi. Et Ouais. du coup, je pense que petit à petit, effectivement, le surf, c'est un peu de plus en plus à évoluer dans ce sens, parce que bah, bon, d'une, comme tout, de toute manière, ça évolue. Et peut-être qu'avant aussi, il y a eu aussi une sorte de révolution dans le surf. Enfin, ouais, une dizaine d'années aussi, il y a eu de plus en plus de Brésiliens qui ont mis le niveau très haut, qui ont amené du surf aérien, donc assez Ouais. euh, avec avec des nouvelles manœuvres et tout. Du coup, ben, ceux qui étaient sur le tour, ils ont dû bah, de nouveau évoluer aussi, pour s'ils voulaient être euh, aussi forts. Enfin, il y a, en fait, c'est en constante évolution, donc tu es obligé de t'adapter, de travailler, d'aller chercher un peu plus loin si tu veux rester parmi les meilleurs, quoi. Et, Ouais. et Et, pour et moi, tu c'est penses passé par que... la prépa physique principalement parce que j'ai aussi, depuis que je suis sur le tour, en fait, j'habite à La Réunion et il y a eu toute cette partie un peu crise requin qui m'a pas permise d'aller dans l'eau autant que je voulais, Mm. et pour moi c'était non négociable. J'étais obligée de travailler à côté pour essayer de pas trop perdre bah, par rapport aux autres, quoi. Ouais. Et, euh, et tu penses que comment dire, la ligue, ou même, je sais pas, ou certaines institutions ont essayé
de bosser justement sur cette image d'un Ouais, surf qui change, qui se professionnalise. Je pense que il y avait effectivement le but des jeux qui était hyper important. Enfin, en tout cas, l'entrée du surf dans les sports olympiques, je pense que ça a aussi beaucoup contribué. Alors, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, tu vois. Mais moi, je vois beaucoup même dans la communication, je vois que ça a évolué énormément, quoi. La façon avec laquelle le surf est présenté, quoi. ouais, je suis totalement d'accord. La World Surf League y est pour beaucoup. C'est en fait depuis que je suis rentrée sur le tour en 2014. Moi, je suis rentrée sur le tour l'année où ils ont changé de nom. Avant, il s'appelait l'ASP, Ouais. association. Enfin non, je sais plus, professionnel, surfing professionnel, ouais, c'est ça. Et c'est devenu la World Surf League. Et depuis ce moment, ils ont vraiment essayé de eux aussi de se professionnaliser mine de rien dans le contenu pour avoir de plus en plus de parce qu'en fait le gros problème du surf comparé à d'autres sports pour aller chercher des Mhm. sponsors, c'est que on n'a pas d'heure et de date pour notre compétition, donc on peut pas vendre des droits télé en gros. Ouais. Mhm. Et du coup, ils ont dû se professionnaliser la ligue en gros créateurs de contenu, clairement, et essayer de se suffire à eux-mêmes et de proposer Ouais. tant de vues à des sponsors et tout ça. Ouais, c'est Et un business model qui est différent effectivement, de d'autres sports où on va vendre effectivement du droit télé et la ligue est obligée de elle-même s'autogérer en fait à ce niveau-là, quoi. voilà. Et en fait, petit à petit, on la voit évoluer. Bon, c'est peut-être parti un peu dans des extrêmes, mais clairement maintenant, c'est une ligue de sport, mais c'est une, une, une prod qui fait que du contenu et qui essaye de mettre en avant les athlètes et tout. Bon, pas forcément tout le temps. Des fois, c'est un peu complexe. Par exemple, je trouve pendant le Covid, ils ont pas Mhm. beaucoup de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de compètes. Du coup, ils ressassent beaucoup des trucs. Enfin, bon, bref. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais c'est pour ça que je pense que la World Surf League en a beaucoup, a beaucoup joué là-dessus et a vraiment participé au fait que petit à petit, a montré un peu plus aussi ce que les surfeurs faisaient parce que à l'époque, encore une fois, c'était peut-être pas cool parce que Kelly Slater, peut-être que c'était un rebelle et tout, mais à un moment donné, enfin, il est en site de champion du monde, donc il y a quelque chose qui Ouais. s'est passé et que je pense qu'on n'a pas vu quoi. Ouais, Et, ouais. Et puis moi, j'ai même le souvenir d'une interview de lui où justement, en fait, il explique qu'il s'est mis à la préparation physique parce que quand il se gamelle, s'il a des muscles un peu plus gros, il s'en remet plus vite, qu'il a besoin de récupérer beaucoup plus. Je crois il a vachement soigné son alimentation aussi à un moment donné. Je crois il je sais a plus, il vraiment. avait fait. Ouais, ouais. Ouais. Donc, non, non, il fait partie juste. Enfin, pour moi, c'est un peu justement l'image du jeune au début un peu rebelle qui arrive avec cette culture lifestyle et qui en fait, pour monter en puissance, en fait, se professionnalise et, Ouais. euh, et tout en gardant un peu cette image forcément Oui. très très garçon, très masculine. Euh, donc qui lui va aussi très très bien, tu vois. C'est moi je suis un grand fan, tu vois. Mais euh, mais oui, du coup je l'ai un peu, enfin c'était un peu la caricature pour moi, tu vois. Mais Ouais. il montre aussi que le sport a changé, quoi. Voilà, donc je pense que effectivement tout ça a fait que et le surf féminin dans tout ça a juste enfin c'est juste le jour et la nuit. Il y a 10 ans Ouais, et maintenant, c'est le jour et la nuit et quand maintenant moi j'ai 27 ans et que je regarde les vidéos des jeunes nénettes là qui ont 13 14 ans, mais elles sont juste ouf, c'est juste là, elles ont justement apporté moi je pense dans ma génération, on a peu le surf aérien et tout ça, moi je l'ai pas du tout par exemple et mm, et et les jeunes filles qui arrivent, elles font déjà DR et tout. Elles repoussent d'autres limites que nous on n'a pas poussé parce qu'on a déjà poussé d'autres limites. Mais le surf de féminin dans 10 ans, ça va être génial à regarder. Moi, j'ai trop hâte. Et bon bah trop cool. donc, je pense vraiment que tout ça a fait. En fait, je pense que notre entrée au jeu maintenant, ça confirme un peu tout ça, mais c'est vraiment grâce à tout le travail quand même qu'il y a eu derrière. Et du Mm. coup, effectivement, on a eu les jeux et maintenant,
pour le coup, enfin en tout cas moi qui est française, quand je dis voilà, maintenant je vais aller au jeu et tout, ben les gens ils me regardent d'une autre manière que si je dis bah j'ai gagné une Coupe du Monde à Fidji, bon bah ça leur parle pas trop quoi. Alors Ouais. que parce que on n'est pas un pays où effectivement le surf c'est pas le sport national, quoi. Mm. Et tu penses que ça va... Alors, peut-être que le surf est pas le sport national, peut-être médiatiquement parlant, mais on est quand même hyper bien servi, je trouve, en termes juste en termes de vagues déjà. Enfin, tu vois, pour avoir passé au moins une bonne dizaine d'étés à la Cano, tu vois, et pour avoir vu effectivement quelques compètes là-bas, euh, il y a de quoi faire, tu vois. Et qu'est-ce qui me manque à la France là pour qu'on devienne une très grosse nation du surf? Et pour moi, on est déjà une belle nation du surf parce que tu vois, enfin, ta présence parmi la première ligue depuis quoi, ça va faire 6-7 saisons déjà, tu vois, ou quelque chose comme ça. C'est Euh, 6, ok. Et bah, sachant que voilà, il y a quand même que 10 femmes qui peuvent le faire et que il y a un gros trust effectivement, comme tu l'as dit, avec les États-Unis, Hawaï, c'est encore un peu à part, mais les ouais, enfin, Australiennes ou, mais si on tu vois, regarde déjà on est là, je suis quoi. Tu vois, la ça va seule trop bien. non américaine ou australienne. La seule sur 17. Ouais, c'est dingue, tu vois. Et ça montre, tu vois, déjà Enfin, que, ouais, je me trompe parce que, en fait, sur le papier, c'est pas vrai parce que, par exemple, Tatiana Weston Webb, elle est devenue brésilienne là récemment, ouais. euh, mais elle habite à Hawaï depuis enfin, elle a grandi à Hawaï. Et pareil, il y a la fille qui s'appelle Brisa NSI, elle est costaricaine depuis peu. C'est vrai que bon, Mhm. les jeux ont apporté un peu ça, mais Ouais, ok, je vois le changement de ce drapeau qui est pour les jeux. Ok. compréhensible, hein. Moi, je suis pas du tout, je critique pas ça du tout, mais c'est vrai que c'est pareil. Elle a grandi à Hawaï, donc enfin voilà, hawaïenne. Donc sur le papier, en fait, ce que je dis, c'est pas vrai, mais en fait, c'est vrai. Ok. Ok. Bon, bah, trop cool. Ben, merci pour les précisions, mais ouais, tu penses que le surf français a un bel avenir devant lui? Ouais, ouais, complètement. Je pense que, comment dire, c'était faut continuer à travailler. C'est Mm. pas ça reste un monde très anglo-saxon. Donc Mm. faut faire sa place, faut quand même faire sa place dedans et on n'est pas nombreux quand même. Il y a Jérémy, Michel qui est haïtien et moi, si je Ouais. me trompe pas. Euh, donc ça fait quand même pas beaucoup. Il y en a eu d'autres, hein. Moi, avant moi, il y a eu Pauline Ado, avant Ouais, bien Jérémy sûr. et tout. Il y a eu Mickey Picon. Enfin, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais je veux dire que aussi installé et tout ça, il y en a quand même pas beaucoup. Et par exemple, quand Jérémy et Michel, enfin, je sais pas. J'espère vraiment que ça puisse continuer et que qu'il y ait d'autres Français sur le tour. J'aimerais trop qu'il y ait une autre Française moi, qui arrive sur le tour. Bon, bah, on croise les doigts. Je le pense sincèrement. Après, chez les filles, là, des jeunes, je sais pas trop en ce moment s'il y a vraiment une, euh, une relève. Je pense que je passe pas assez de temps, en fait, en France pour pouvoir être assez objective là-dessus ou pas. Je sais pas. Ouais, puis c'est pas forcément ton rôle aussi de pouvoir aller chercher les prochaines pépites, mais ouais, j'espère vraiment que tu vois l'arrivée du surf au jeu, que d'ailleurs il y aura pour Paris 2024, c'est prévu aussi, parce que je Oui, sais que ouais, c'est prévu, donc tu vois, j'espère que tu vois que ce sera un événement vraiment majeur et que ça donnera envie à plein de jeunes filles et en plus t'es même très active, je trouve, pour la cause féminine dans le sport, tu vois, et je pense que ça inspire aussi plein de jeunes filles, tu vois, qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, peut-être
qui ont peut-être pas eu la chance de découvrir le surf aussitôt, peut-être de pouvoir s'y mettre un petit peu plus tard. Donc c'est bien et je suis sûr que ça va dans le bon sens. J'espère que... Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire aussi, effectivement, plus tard. Accompagner des jeunes filles, c'est pas forcément évident. Et après, le surf en France, des fois, la chose qui est difficile, c'est le froid, en fait, l'hiver. Moi, je l'ai pas eu à La Réunion parce que bah ouais, tu surfes 365 jours de l'année, quoi, parce qu'il fait chaud et l'hiver en France, c'est quand même rude, hein. Donc c'est vrai qu'il faut, je sais pas, faudrait que j'aille motiver les troupes. Du coup, je resterai sur la plage parce que j'aurais pas besoin d'aller dans l'eau. Ok. Mais ouais, bah, on compte sur toi. Mais effectivement, ouais, l'hiver, il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de surfer. Ouais. C'est le plus compliqué. Mais écoute, trop chouette. Johan, j'ai une toute dernière question. C'est un petit peu, justement, vu qu'on a parlé de Jeux Olympiques, c'est un petit peu comme un passage de flambeau. Mais là, c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir, ouais, quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer pour un podcast comme celui-là et pour échanger de tout, de rien et de sport en général. Alors, j'en ai plusieurs en tête. Si on reste dans le surf, il y a les jeunes Vainé Fierro et Kaoli Vast qui viennent de Tahiti et qui sont ouais, ils sont juste trop forts et ils ont un mode de vie, je pense, un peu complètement différent à la tahitienne et je pense que ça peut être intéressant. Et après, j'ai une copine que j'aime bien entendre sur les podcasts et son point de vue et qui se bat beaucoup pour le sport féminin et surtout sa médiatisation. C'est Isaora Tibus. D'accord. Ok. Trop cool. De l'escrime. Eh ben ouais, bah écoute, ça fait plusieurs fois qu'on me parle d'Isaora, donc je sais qu'elle est dans ma petite liste, donc bah écoute, voilà, ce sera le petit élément déclencheur. Je vais aller faire mes devoirs demain matin et je lui enverrai un petit message. Elle est toujours elle est aux États-Unis, il me semble. Là en ce moment, je sais pas où c'est qu'elle est. Elle a bientôt une question, elle m'a dit. Vous bougez trop les filles, vous bougez trop. Ouais. Je peux vous suivre. Mais, bah écoute, trop chouette. Je vais la contacter avec grand plaisir et je lui dirai, je lui enverrai ce qu'on a fait tous les deux. Merci infiniment, Johan. C'était vraiment cool et j'ai vraiment pris trop de plaisir, tu vois, à pouvoir échanger avec toi et me plonger un petit peu dans ton univers et puis aborder peut-être des sujets sur lesquels on t'entend pas souvent, le travail un petit peu de l'ombre et l'organisation et la professionnalisation du surf. Donc ça m'a fait vraiment hyper plaisir et t'es aussi cool et spontané qu'on peut le voir sur tes réseaux. Donc c'est rassurant, c'est pas fake, c'est spontané. Parfait. Bah, merci beaucoup aussi à toi pour ton temps et puis à bientôt. Ouais. Salut Joanne. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!